Radio Kapi. Le journal Pascal Massérica. Les titres du journal rentrée parlementaire ce mercredi à l'Assemblée nationale et au Sénat ici à Kinshasa. La majorité présidentielle donne priorité au vote du budget de 2017, tandis que l'opposition plaide pour l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. La CENI a atteint 91% d'enrôlés au Nord Kivu. Réaction du gouverneur Julien Paluku Kahongya. Ce bilan ne reflète pas la réalité sur le plan des statistiques car nombreux parmi les enrôlés sont des mineurs. Et puis, la seconde partie du journal sera faite de l'actualité de l'étranger, du mini-dossier, du sport et de l'invité. Le ministre de l'Énergie, Anatole Matussila, parlera dans ce journal des dispositions prises pour compenser le déficit énergétique causé par l'étiage du fleuve Congo. Bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, sachez que des coups de feu ont été entendus hier soir jusqu'aux petites heures de ce matin à Kananga. Un acteur de la société civile contacté par Radio Kapi dans cette ville parlait des morts sans préciser le nombre et d'arrestations opérées par les forces de l'ordre. La source recommande aux autorités d'identifier les vrais répondants du côté de la milice Kamouyan-Sapou pour discuter avec eux, vu l'ampleur que prend ce phénomène. Le témoin a requis l'anonymat et il a été joint ce matin par Richard Junior Kamunga. Au niveau de la commune de Nyanza, les éléments du conseil communal Sapou et les forces de l'ordre se sont également affrontés autour de 0 et 1 heure dans la commune de Nyanza. Mais sur le reste des communes, notamment à Katoka, Ndesha, on a entendu même le centre-ville, on a vu les coups de balles ici et là, mais nous n'avons pas la situation réelle de ce qui s'est passé la nuit. Le mardi 14 mars 2017 était un très mauvais jour, différent de tous les autres jours. Depuis que les affrontements entre les miliciens et les forces de l'ordre ont commencé dans la ville de Kananga, aujourd'hui c'est une journée ratée dans tous les sens et puis la situation a touché presque toutes les communes, ce qui n'a jamais été le cas ici. Ce qui est dommage, c'est pendant la période que toute la population s'attendait au retour de la paix grâce au passage à Kananga du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui est venu pour résoudre cette situation à la tête d'une forte délégation. Cela dit, c'est un principe aujourd'hui mercredi que s'ouvre à Kinshasa la session parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à la constitution du pays. Cette session parlementaire intervient dans un contexte de crise politique où les deux chambres et toutes les autres institutions électives sont déjà hors mandat, faute de la non-tenue des élections dans le délai. Quels sont les enjeux de cette session parlementaire? Élément de réponse avec vous, Michel Kifinangoy. Conformément à l'accord de la Sainte-Sylvestre, l'Assemblée nationale et le Sénat vont continuer à siéger normalement jusqu'aux prochaines élections prévues fin 2017. Mais pour arriver à ces échéances, les deux chambres du Parlement sont appelées à relever un certain nombre de défis au cours de cette session. En plus des arriérés législatifs de 2016, le Parlement devra examiner et adopter en priorité, notamment, le projet de loi sur la répartition des sièges, indispensable à l'organisation des élections. Mais ce projet de loi ne peut être élaboré qu'après la finalisation complète de l'enrôlement des électeurs. Notez par ailleurs que ce qui est plus urgent en ce moment, c'est l'adoption de la loi des finances de l'exercice 2017, qui n'a pas été examinée lors de la session budgétaire de 2016, suite à la démission du gouvernement Matata. Ceci soulève la question suivante. Le budget 2017 sera-t-il présenté et défendu par le gouvernement Badibanga ou le Parlement va-t-il d'abord investir le prochain gouvernement dont le Premier ministre sera issu du rassemblement de l'opposition conformément à l'accord de la SENCO? Michel Kifinango sur Radio Kapi. À ces propos, les avis des députés nationaux interrogés par Radio Kapi hier divergent sur les priorités de cette session parlementaire. Pour la majorité présidentielle, la priorité serait le vote du budget de l'exercice 2017 sans nécessairement atteindre l'investiture d'un gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. La députée Béatrice Lomea.
La priorité des priorités sera pour nous d'examiner effectivement et d'adopter le budget pour permettre à la République de fonctionner. Mais en même temps, je suis sûr que dans le calendrier de la session, nous aurons adopté des matières comme d'habitude, mais nous sommes aussi en attente de la finalisation des discussions directes de la CENCO, puisque comme vous le savez, il y a le Conseil national de suivi de l'accord. Il va être érigé en institution d'appui à la démocratie. Et donc je crois que dès que ça se termine, il faudrait également que nous puissions adopter et voter une loi organique pour faire fonctionner cette institution. Mais pour le reste, nous allons continuer à contrôler comme d'habitude l'exécution des moyens que la République met en disposition des différentes structures. Les institutions continuent à fonctionner comme nous l'avons expliqué. Les accords, que ce soit celui du 18 octobre, même celui du 31 décembre, ne sont pas au-dessus de la Constitution. Donc aujourd'hui, les institutions continuent à fonctionner conformément à la Constitution. Et cela ne nous empêche pas d'adopter un budget qui doit faire fonctionner la République. Côté opposition, par contre, le parti politique de l'unité, PUNA, plaide pour l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Dans une déclaration faite hier mardi à Kinshasa, à l'issue de la réunion extraordinaire, le président de ce parti politique exhorte les autres membres du rassemblement de l'opposition à privilégier l'unité de cette plateforme. Pour Élisée Bokoumwana, il ne faut pas se tromper d'adversaire au risque d'être désavoué par le peuple congolais. On l'écoute. Le PUNA, c'est un parti de l'unité nationale. Ça, c'est notre devise. Nous voulons à ce qu'on puisse s'attendre au niveau du rassemblement pour que l'accord soit appliqué. Pour nous, nous alignons derrière Félix Tshisekedi pour que nous ne puissions pas donner la fenêtre à la majorité afin qu'on ne puisse pas appliquer l'accord. À force de traînailler le pas, comme nous sommes en train de le faire, nous allons peut-être demain heurter le mur et la population va nous désavouer. Nous allons reprendre la session au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Je crois que l'accord doit être appliqué pour qu'on puisse avoir un nouveau gouvernement, parce que dans cette session ici, on doit parler du budget de l'État. Nous sommes en train de travailler avec un crédit provisoire et le budget, celui qui doit le présenter, c'est le nouveau gouvernement, donc un premier ministre qui va sortir du rassemblement. Autre nouvelle, la Commission électorale nationale indépendante a atteint au dimanche dernier au moins 91% d'enrôlés dans la province du Nord Kivu. Bilan dressé par le secrétaire exécutif provincial mardi dernier lors de la fermeture des 4 premiers centres d'enrôlement à Goma et dans les territoires de Nyiragongo. Tout en félicitant la CENI et la population locale, le gouverneur Julien Paluku Kahongya dit cependant que ces bilans ne reflètent pas la réalité sur les plans statistiques. Selon lui, nombreux parmi ces enrôlés sont des mineurs qui ne pourraient pas voter si jamais les élections avaient été organisées cette année. On l'écoute. Il nous reste pratiquement 9% pour que nous atteignions les 100%. Et je suis heureux de vous informer que nous avons atteint 49% d'hommes et 51% de femmes. Nous saluons également tous les jeunes qui se sont mobilisés parce qu'ils sont nombreux. Mais je tiens à attirer l'attention de la population de Nord Kivu que si par un hasard heureux il y a élection en 2017, nous ne pouvons pas nous tromper sur ce chiffre-là. Parce qu'il y a des enfants, des jeunes majeurs qui ont 16 ans, 17 ans, qui ne peuvent pas voter en 2017. Et donc, les 100% que nous avons atteints aujourd'hui ne sont pas réellement des 100% sur le plan statistique. Et donc je voudrais demander à toutes les personnes qui sont nées avant 1999, qui ne sont pas encore allées au centre d'enrôlement, d'aller, parce que nous sommes arrivés à la fin pratiquement pour la ville de Goma et pour le territoire de Nyiragongo, d'aller encore se faire enrôler pour qu'au moins, je l'ai dit bien, s'il y a élection par hasard cette année, que ces gens-là puissent bénéficier des élections. Et puis, 3 mois après l'ouverture des 3 premiers bureaux d'enrôlement des électeurs à Bukavu, le bureau de la CENI Sud Kivu dit avoir enrôlé plus de 92% d'électeurs. Les femmes sont en tête avec plus de 51% d'enrôlés. Le bilan des activités a été dressé hier mardi après-midi au bureau provincial de la CENI à Bukavu par le secrétaire exécutif provincial. Reportage de Michel Chirimwami. Au cours de la séance, le secrétaire exécutif provincial a rendu hommage aux agents électoraux morts dans l'exercice de leurs fonctions, dont un policier de garde du centre de l'épée Bouchouchou, tué dans une attaque contre ce centre en territoire de Kalehem. Le bilan actuel fait état de 92,45% d'électeurs déjà inscrits dans toute la province. En tête, Bukavu avec plus de 414 000 inscrits, soit plus de 110%. Ce sont les 3 centres du collège Alfagir en commune d'Ibanda, du lycée Wim en commune de Kadoudou et de l'épée Bwindi en commune de Bagirak
qui sont les premiers à fermer ce mardi 14 mars sur les 35 initialement ouverts à Bukavu. Selon Gaudens Maïché, les tout derniers vont fermer le 20 ou 21 mars prochain à Bukavu. Dans les territoires, malgré les débuts difficiles, l'opération avance aussi très bien. À Iju, on est aujourd'hui à 99% d'enrôlés, à Fizi 93% d'inscrits et à Chabunda 89,7% d'électeurs déjà inscrits au rôle. Des incidents d'insécurité ont émaillé les processus avec des tentatives de vol de jouets grâce à la police et à la population. Le tout dernier cas est celui de Kilogoze, non loin de Penekoussou, en territoire de Chabunda, où des agents électoraux ont été enlevés la nuit de vendredi à samedi avec le matériel électoral par des hommes armés. Bukavu, Michel Timwami, Radio Okapi. Et ici à Kinshasa, pendant ces temps, des personnes malentendants ont pris d'assaut ce mardi le siège de la CENI pour exprimer leur ras-le-bol en rapport avec l'enrôlement des électeurs. Ces personnes étaient accompagnées d'autres vivants avec handicap. Ils estiment que la CENI n'a jamais pensé à leur sensibilisation comme elle le fait pour les personnes valides. Explication du président de cette catégorie de personnes, Pierre Mukengeshaï, au micro d'Etienne Kalema. Les sourds se sont sentis vraiment en marge du processus électoral. Et depuis la création de la CENI, à l'époque CI, et jusqu'à ce jour, on n'a jamais pensé ou songé sensibiliser cette tranche de la population. Alors qu'ils sont des électeurs. D'ailleurs, parmi eux, ils sont éligibles aussi. Parce que je dois vous informer qu'en 2006, comme en 2011, il y a eu des candidats sourds, candidats aux législatives. Ils veulent assez que la CENI puisse intégrer la communication gestuelle à son sein. Deuxièmement, créer un bureau de sensibilisation spécialisé qui devra s'occuper des électeurs sourds, notamment à ce qui concerne la sensibilisation. Autre nouvelle, l'organisation des enfants des militaires du Katanga appelle le gouvernement central à équiper et à doter en médicaments essentiels l'hôpital militaire du camp Major Vangu de Lubumbashi pour ainsi permettre une bonne prise en charge des malades. Appel lancé lundi dernier à l'issue de la visite des membres de cette association dans cette structure hospitalière d'une capacité d'accueil d'une centaine de lits et qui prend en charge des militaires et leurs familles ainsi que les habitants des quartiers environnants. Et ils ont aussi volé au secours d'une vingtaine de femmes en payant les frais de maternité. Stédor Kalunga, coordonnateur de cette association, s'exprime au micro de Madeleine Waila. Le comité des enfants de militaires est allé rendre visite à nos mamans internées à l'hôpital Kamvangu. Après notre visite, nous avions constaté que l'hôpital manque beaucoup de choses. Où nous avons trouvé les lits sans matelas, donc les matelas déchirés. Nous avons constaté la pharmacie sans médicaments. Et nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas de draps à l'hôpital. Où nous demandons aux autorités de nous aider avec le matériel. Les malades amènent leurs draps de la maison. D'autres se couvrent les pannes pour ceux qui n'ont pas de moyens. Nous demandons aux autorités d'aider notre hôpital de camp militaire avec le matériel, les équipements. Nous avons besoin de matelas confortables pour les malades. Il y a 100 lits pour toutes les salles. Il y a certains lits qui ont des matelas, mais 80% sont des lits sans matelas. Dans la salle de maternité, par exemple, vous avez trouvé combien de lits? Nous avions trouvé 30 lits, mais 15 lits sans matelas. Les autres lits avec matelas, mais pas de matelas confortable. Donc il faut renouveler le lit de toutes les salles. Retour au Sud Kivu avec la remise officielle hier mardi après-midi à Kilomoni dans la cité d'Ouvera de la maison de protection des défenseurs des droits de l'homme. L'ouvrage a été construit par l'ONG locale dénommée Arche d'Alliance avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est la MONUSCO en effet qui a financé ce projet à impact rapide à hauteur de 47 000 $ américains. Le bâtiment offre un cadre de travail moderne aux défenseurs des droits de l'homme et contribuera à coup sûr à leur protection. Fistongo Mamayabala. Peinte aux couleurs blanches et bleues, coiffée d'une toiture à lucarne moderne au-dessus de laquelle est perchée une antenne parabolique alimentée en énergie solaire, la maison de protection des défenseurs des droits de l'homme d'Ouvira s'impose comme un bijou dans ces quartiers périphériques. Le bâtiment comprend 3 chambres à coucher, une grande salle de réunion où sont installés 4 ordinateurs connectés à l'internet, des toilettes et douches et une véranda. L'un des défenseurs des droits de l'homme à la cérémonie ne cache pas sa satisfaction. Soudi Yaoudi. Pendant cette période où il y a d'abord petite
l'instabilité politique, il y a la multiplicité des groupes armés et le fait que les gens sont ignorants des droits de l'homme. Alors tout ça, ça crée des problèmes à nous. Parfois, on est mal compris. En dehors de l'appui de la MONUSCO pour la construction du bâtiment et son équipement, l'ONG Arche d'Alliance compte sur le financement supplémentaire de l'ONG française Agir Ensemble. Estimé à 25 000 $ américains, ce fonds servira à effectuer des enquêtes sur les menaces de protection des défenseurs des droits de l'homme sur le terrain. Peu avant la coupure du ruban symbolique de la remise des clés et la visite du bâtiment, les officiels de l'État congolais des Nations Unies, dont le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ouvira, l'administrateur du territoire et le chef du sous-bureau de la MONUSCO Ouvira, ont salué la collaboration entre le gouvernement congolais, les ONG et les Nations Unies. D'Ouvira, Fistongo Mamayabala, Radio Okapi. À l'étranger maintenant, les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont annoncé hier mardi après-midi la reprise effective des 2 sites pétroliers du pays. C'est après le lancement officiel de l'opération Éclair écrasant. Ces forces composées de l'armée libyenne, mais renforcées par des milices locales et des mercenaires, ont chassé les brigades de défense de Benghazi, une milice extrémiste du croissant pétrolier. Notez que les islamistes occupent ces champs depuis bientôt 11 jours. Pour la 11e fois, les juges de la Cour pénale internationale ont refusé la liberté conditionnelle demandée par Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est emprisonné depuis plus de 5 ans aux Pays-Bas. Son procès a débuté, souvenez-vous, en janvier 2016, mais pourrait encore durer longtemps. La décision a été prise à l'unanimité hier, moins une voix. Le président de la Chambre de la CPI s'était déclaré en faveur de sa libération. L'Union africaine planche aujourd'hui mercredi sur la xénophobie qui sévit ce jour-ci en Afrique du Sud. Une réunion du Conseil de paix et de sécurité est prévue aujourd'hui dans la journée. Pour mémoire, le Nigeria avait demandé en février dernier une intervention de l'Union africaine pour mettre fin aux attaques dont sont victimes ce jour-ci les ressortissants d'autres pays, dont les Nigérians en Afrique du Sud. Certaines chancelleries estiment que Pretoria ne fait pas assez pour enrayer le problème. Et puis François Fillon a décidé de maintenir sa candidature à l'élection présidentielle en France, malgré l'annonce de sa convocation aujourd'hui mercredi par les juges d'instruction à la suite des révélations sur les présumés emplois fictifs de son épouse. Le candidat a dénoncé hier à Paris une enquête menée depuis le début exclusivement à charge et un état de droit systématiquement violé. Ce n'est pas moi seulement qu'on accuse à ce propos, c'est l'élection présidentielle avant d'affirmer vouloir s'en remettre au seul suffrage universel. Mini-dossier à présent, la province de l'Ituri a déjà enrôlé à ce jour près de 2 177 000 électeurs. Soit 90% depuis le début de ces opérations. Selon la CENI, le territoire de Djougou est en tête du nombre d'électeurs qui sont inscrits avec près de 515 500, tandis que Mambasa vient à la tête avec 250 840 électeurs. Cependant, en termes de participation, Mambasa a dépassé la barre de 100%. Nous faisons le point sur l'interprétation de tous ces chiffres avec vous, Jean-Claude Loki. Le territoire de Mambasa a dépassé le cap de 54% avec environ 205 000 personnes déjà enrôlées. Pourtant, la projection de départ était de près de 54 600 électeurs attendus. Une bonne nouvelle pour les élus de cette entité qui espèrent voir leur nombre augmenter lors des prochaines élections. Mais qu'est-ce qui justifie cet engouement vers les centres d'inscription à Mambasa? Je pose écouter le point de vue de Ndi Amsini, élu de Mambasa. Le fait qu'on a rapproché les centres d'inscription, les centres d'enrôlement de la population, et ils ont quand même tenu compte des grandes agglomérations du territoire de Mambasa. Voici le résultat. Nous attendons à ce que Mambasa puisse augmenter quand même le nombre de députés, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Le territoire de Djougou se trouve pourtant plus de centres d'inscription qu'ailleurs, vient en dernière position par rapport au nombre attendu, et d'après les statistiques de la CENI en tout cas. Et pour Pilo Kamaragi, professeur de sociologie à l'université, et le désintéressement à cette opération dans ce territoire peut s'expliquer par plusieurs facteurs.
secteur dont les activités champêtres par un bon nombre de paysans. Les réseaux sociologiques sont multiples. À Ndjougou, j'ai vu toutes les collines nues. Les gens cultivent beaucoup. Je crois que les gens sont plus attelés à faire leurs champs. Avoir ou ne pas avoir une carte, avoir un député ou ne pas le voter. Est-ce que ça aussi peut suffire le fait que c'est désintéressé à cet enrôlement, monsieur le professeur? Ce n'est pas seulement le cas d'Ndjougou. Ils votent toujours. Mais est-ce que ça a des effets sur eux? Ça aussi. Voter député, c'est très bien. Mais qu'est-ce que les députés leur font? Mais la CENI attribue quant à elle ses résultats partiels par la migration de plusieurs personnes en provenance de Nord Kivu vers Mambasa. Quant à Ndjougou, Jimmy Anga évoque la raison de faible sensibilisation des électeurs. Nous avons, par exemple, avec la situation de Nord Kivu, les déplacés qui sont là, et puis il y a des zones minières qui sont là, qui sont souvent des zones de grande attraction de la population. Donc, parce que ce sont ces éléments qui ont fait que la peine de Mambasa puisse déjà aller au-delà de la prévision. Alors, il faut comprendre que le territoire de Ndjougou est l'un des territoires qui a un relief assez très compliqué à Ituri. Mais il est question que la sensibilisation soit mutuée. C'est pourquoi d'ailleurs, à l'heure où nous parlons, nous sommes en Ndjougou et nous avons des séances de sensibilisation pour permettre pendant 3 semaines que le territoire de Ndjougou puisse aussi dépasser le cap de 5% des enrôlés attendus. Rappelons que l'enrôlement des électeurs se clôture au plus tard le 14 avril prochain en Ituri. Onésime Moukandila, bonjour. Bonjour Pascal Masserica. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité ce matin dans la presse? Effectivement, c'est la rentrée parlementaire qui défraie la chronique et pour ouvrir le bal, Forum des Assises en manchette, outre le budget 2017, Parlement, l'accord de la Saint-Sylvestre s'invite à la session de mars. Fini les vacances parlementaires en RDC, rapporte le confrère. Bienvenue la session ordinaire de mars. En attendant l'ordre du jour, on peut cependant anticiper pour dire que les arriérés de la session ordinaire de septembre dernier figureront sur la liste des dernières matières à traiter à cette session de mars. D'après Forum des As, il s'agit entre autres du projet de loi des finances de l'État pour l'exercice 2017. Ce sur quoi embraye le journal La Prospérité qui s'interroge à la une. RDC, la rentrée parlementaire, pour quel enjeu? À quoi les parlementaires vont-ils passer l'essentiel de leur temps? À en croire la consoeur, il n'est pas interdit à un analyste d'anticiper en se référant aux priorités dictées par la situation politique du moment. Pour commencer, le pays navigue à vue son budget depuis près de 3 mois, renchérit le journal. Aussi le tabloïd de l'avenir annonce-t-il aujourd'hui au Parlement, ouverture de la session de mars 2017. Un article que vous pouvez également trouver sous un titre quasi analogue dans le journal Le Phare. Pour sa part, 7sur7.cd lance division. Au rassemblement, le camp Olenga Nkoy pose ses conditions pour une réconciliation avec l'aile Félix Tshisekedi. Par ailleurs, pour la Synco, Félix Tshisekedi est le seul répondant du rassemblement auprès des évêques, selon l'abbé Donatien Cholet, dont Actualité.cd se fait aussi écho d'une autre déclaration à propos de l'annulation de la visite du pape François en RDC. Je cite, « Le pape suit de près ce qui se passe. Il l'a décidé en fonction de ce qu'il sait. » Sous ce prisme, le tabloïd Le Phare met en vedette blocage de l'accord du 31 décembre. Fayoulou menace de recourir à la rue. Dans la même veine et aussi à l'antipode, vous pouvez lire sur 7sur7.cd la repartie de Lambert Mende à Fayoulou. Faire appel à la rue à ce stade de l'accord relève de l'irrationnel. De son côté, Zomeko.net publie RDC comme une insape au gouvernement, convergence d'intérêts sur fond de tension à Kananga. Et à ce sujet, le quotidien du groupe L'Avenir revient à la charge en renseignant qu'après des folles rumeurs, Emmanuel Chadari rassure la population de Kananga et c'est ainsi qu'on assure la revue de presse sur Radio Kapi. Merci Onésime Moukandila et à la prochaine. L'invité. Nous recevons tout de suite le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Dans cet entretien avec Jean-Désiré Kanyama, Anatole Matousila parle de l'étiage, autrement dit de la baisse très sensible du niveau d'eau du fleuve Congo ces jours-ci et comment le gouvernement central attend éviter au pays d'une grave panne d'électricité. Suivez. Monsieur Anatole Matousila, bonjour. Bonjour.
Le problème d'étiage se pose avec d'acuité depuis quelques années en République démocratique du Congo. Des gouvernements se succèdent sans trouver de solution. Sera-t-il pour la même chose pour les gouvernements dans lesquels vous occupez le portefeuille de l'énergie? Bon, c'est un phénomène naturel qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais cette fois, le niveau du fleuve est descendu beaucoup plus bas par rapport aux valeurs normales pour la saison. On n'a jamais connu ce problème depuis 1905. Le problème, c'est que le fleuve est alimenté par deux bassins, principalement, qui donnent suffisamment d'eau, le bassin du Kasaï et le bassin de Lubangui. Vous voyez, le bassin du Kasaï ne déverse pas suffisamment d'eau sur le fleuve. Et le bassin de Lubangui, pareillement. Les niveaux avaient commencé à remonter légèrement au mois de mars, au début, mais il redescend de nouveau. C'est un phénomène naturel. C'est-à-dire, ce que nous pouvons faire, c'est prendre des dispositions pour ne pas aggraver le déficit énergétique. Pour le moment, le risque n'est pas encore énorme. On continue à procéder au dragage du canal d'Amné pour enlever les sables qui risquent de... Parce que si le niveau d'eau baisse, alors le sable risque d'aller détruire la turbine. On procède à des dragages pour enlever suffisamment de sable. Alors nous craignons parce que on n'est pas encore arrivé pendant la saison sèche. Alors si les niveaux d'eau continuent à baisser, cela risque d'être dramatique pour la saison sèche parce que là, vraiment, il ne pleut pas. Le gouvernement sait prévoir quelles sont les dispositions que vous prenez au niveau du gouvernement? Bon, au niveau du gouvernement, c'est pourquoi l'alerte que nous venons de sonner, c'est pour dire que nous prenons des mesures. Pour le moment, il n'y a pas encore de gravité, mais si cela continue, on risque de connaître, on peut arrêter les machines. Donc les machines sont en état de fonctionner, mais par suite de manque d'eau, alors on peut arrêter les machines si cela continue. Mais nous espérons qu'on n'arrivera pas à cela. Mais pour le moment, les dispositions pratiques que nous prenons, c'est dans l'énergie thermique, dans les centrales thermiques. On peut compenser cela rapidement par les centrales thermiques. Il y a des entreprises qui nous ont fait l'offre, qui peuvent installer rapidement leurs machines, soit tout près des centres de consommation ou au port de Matadi. Ils peuvent produire jusqu'à 400 MW qu'on peut injecter dans le circuit de la SNEL pour compenser cette perte énergétique. Donc pour le moment, il n'y a pas encore péril en demeure. Nous nous sommes réunis, le Premier ministre a convoqué une petite réunion technique pour prendre des dispositions parce que vous savez que l'énergie thermique, c'est une énergie qui coûte relativement cher parce qu'on utilise le carburant. Alors nous avons demandé au Premier ministre que si le gouvernement peut accorder des mesures spéciales d'exonération, par exemple, du produit pétrolier qu'on va utiliser dans les centrales thermiques, pour que l'électricité qui sera produite soit à la mesure, soit moins chère, puisse être utilisé par tout le monde. Pour aller vite, a-t-il un chronogramme et des moyens financiers disponibles pour ces travaux? Mais oui, le gouvernement, avec le Premier ministre, a pris des dispositions pour que dans 2 mois maximum, si la SNEL termine vite ses papiers, donc en 2 mois, on peut avoir des centrales thermiques, dans un premier temps au port de Matadi ou au niveau de centres miniers pour compenser. Vous savez, maintenant, il y a une légère demande sur le plan international dans les domaines miniers. Donc cela demande également une augmentation d'énergie. Donc nous devons, pour ne pas couper cet élan qui reprend un peu, il faut leur fournir rapidement l'énergie pour continuer à produire davantage. Et cela est magnifique pour notre économie. Et donc il y a espoir que les Congolais ne connaîtront pas de problèmes de manque d'électricité les mois qui viennent, comme ce fut les années antérieures? Non, nous avons par rapport à nos prévisions. Donc maintenant, nous anticipons vraiment ce déficit grave. Tirons la sonnette d'alarme pour que cela ne nous arrive pas. Donc le gouvernement a pris suffisamment de dispositions. Nous demandons à notre peuple de se tranquilliser pour les besoins domestiques et surtout pour les besoins de l'industrie. Donc on va pallier à ces déficits le plus rapidement possible. Donc maintenant il n'y a plus d'obstacles. Donc la SNEL va activer ses partenaires étrangers qui vont mettre la machine en branle pour nous produire cette énergie qui pourrait nous manquer si le niveau d'eau continue à baisser. Monsieur le ministre Antoine Monsesila, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Place au sport avec vous, Christian Moulumba Kalumba. Bonjour. Bonjour. Sa Majesté Senghor s'est envolé mardi pour Khartoum, au Soudan. Le club sera reçu samedi par Al-Ali Olobied dans le cadre des 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération. Les Rouges et Or de Moujmaï ont un but d'avance du inscrit samedi dernier à Lumbashi lors de la manche aller. C'est une délégation composée de 36 personnes, dont 21 joueurs. Avec le par contre
rentre au pays ce mercredi en provenance de Banjul. Les Congolais ramènent un nul d'un but partout obtenu contre Gambia Port Authorities en 6e de finale aller de la Ligue des champions de la CAF. Les deux équipes se retrouvent dimanche au stade des Martyrs. Et puis l'équipe algérienne du Mouloudia Club d'Alger, adversaire de Renaissance du Congo en Coupe de la Confédération 16e de finale retour, est attendue ce mercredi à Kinshasa. Les deux équipes se retrouvent vendredi au stade des Martyrs. Avant de nous quitter, sachez que le taux d'échange indicatif de la Banque centrale du Congo est ainsi établi ce mercredi 15 mars 2017. Le dollar américain s'achète à 1298 francs congolais et se vend à 1362 francs congolais. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir écouté. Avant de nous séparer, laissez-moi vous rappeler la principale information. Rentrée parlementaire ce mercredi à l'Assemblée nationale et au Sénat à Kinshasa. La majorité donne priorité au vote du budget de 2017, tandis que l'opposition plaide pour l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre. La CENI a atteint 91% d'enrôlés au Nord Kivu. En réaction, le gouverneur Julien Paluku pense que ce bilan ne reflète pas la réalité sur le plan statistique, car nombreux enrôlés sont des mineurs qui ne pourraient pas voter si les élections étaient organisées cette année.